début qu'ils avaient entreprise par désœuvrement, sans y prêter attention, mais qui s'anima peu à peu dès que Paul Erstein eut fait venir 2 bouteilles de champagne. Et tout de suite, à compter de ce moment, la veine se dessina en faveur du banquier. Une veine brutale, injuste, méchante, exaspérante. Paul Erstein retournait à neuf quand il le fallait, donnait une bûche à l'instant voulu. Les autres, enragés, redoublaient leurs attaques. Vainement. Inutile, n'est-ce pas, de s'apesantir davantage. Le résultat de ces extravagances, où chacun s'entêtait contre tout bon sens, le voici. À 4 heures, les industriels de Maromme avaient perdu tout l'argent qu'ils rapportaient de Rouen pour régler les salaires de leurs ouvriers. Maxime Thuillier devait en outre à Paul Erstein, sur parole, 80 000 francs. L'inspecteur Béchoux respira un moment, puis reprit. Et soudain, coup de théâtre. Un coup de théâtre, il faut l'avouer, que Paul Erstein facilita par sa complaisance extrême et son désintéressement. Il divisa la somme totale de ses gains en 4 portions, qui correspondaient exactement aux pertes annoncées, divisa ensuite ces 4 paquets par tiers et proposa à ses adversaires les 3 parties finales. C'était donc, individuellement, quitte ou double sur chacune des 3 liasses. Ils acceptèrent. Paul Erstein perdit les 3 fois. La veine avait tourné. Après toute une nuit de lutte, il n'y avait plus ni gagnant ni perdant. « Tant mieux !» dit Paul Erstein qui se leva. « J'avais un peu honte. Mes fichtres, quelle migraine ! Personne ne vient fumer une cigarette sur le balcon ?» Il passa dans la rotonde. Quelques minutes s'écoulèrent durant lesquelles les 4 amis demeurèrent autour de la table à deviser gaiement des péripéties du combat terminé. Puis, ils se résolurent au départ. Ayant traversé la seconde salle et la première, ils prévinrent le domestique de garde qui somnolait dans l'antichambre. « Monsieur Erstein est encore là, Joseph, mais il ne saurait tarder à s'en aller. » Puis ils sortirent exactement à 4h35. L'auto de l'un d'eux, Alfred Ovard, les ramena, comme chaque vendredi soir, à Maromme. De son côté, le domestique Joseph attendit 1 heure, après quoi, las de sa faction nocturne, il se mit en quête de Paul Erstein et le trouva gisant dans la rotonde, tordu sur lui-même, inerte. Il était mort. L'inspecteur Béchoux fit une seconde pause. Madame Fougeray avait baissé la tête. Jim Barnett se rendit avec l'inspecteur dans la rotonde isolée, l'examina et prononça « Droit au but maintenant, Béchoux. L'enquête a révélé que Paul Erstein avait été frappé à la tempe avec un instrument contondant qui avait dû l'abattre d'un seul coup. Ici, aucune trace de lutte, sauf la montre de Paul Erstein brisée à 4h45, c'est-à-dire 20 minutes après le départ des joueurs. Aucune trace de vol. Bagues et billets de banque, rien n'avait disparu. Enfin, aucune trace de l'agresseur, qui n'avait pu ni entrer ni sortir par l'antichambre, puisque Joseph n'avait pas quitté son poste. Alors, pas la moindre piste? Si, une piste, et même fort sérieuse. L'après-midi, un de mes collègues de Rouen fit remarquer au juge que le balcon de cette pièce se trouvait à très peu de distance d'un balcon situé au 3e étage de l'immeuble voisin. Le parquet se transporta dans cet immeuble, dont le 3e étage est habité par l'ingénieur Fougeray. Et il était absent depuis le matin. Madame Fougeray conduisit les magistrats dans la chambre de son mari. Le balcon de cette chambre est contigu à celui de la rotonde. Regardez, Barnett. 1,20 m environ. Facile à franchir. Mais rien ne prouve qu'on les franchit. Ah si! Vous voyez, le long de la rampe, des caisses de bois destinées à recevoir des fleurs et qui ont conservé leur terre de l'été dernier. On les a fouillées. L'une d'elles, la plus proche, contenait presque à la surface, sous une couche de terre fraîchement remuée, un coup de poing américain. Le médecin légiste a constaté que la blessure faite à la victime correspond exactement à la forme de cet instrument. On n'a relevé aucune empreinte de doigt sur le métal, car la pluie n'avait pas cessé depuis le matin. Mais la charge semble décisive. L'ingénieur Fougeray, apercevant dans la rotonde éclairée